Bruno Vasconcelos avait bâti un empire sur des ruines, mais rien ne l'avait préparé à l'enfant qu'il trouva dans sa dernière acquisition. Un enfant effrayé, un nom de son passé et une vérité choquante forcent Bruno à affronter le seul marché qu'il n'avait jamais conclu, la paternité. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Bruno Vasconcelos sortit de sa Mercedes noire, ses lunettes de soleil de créateur protégeant ses yeux du soleil matinal. À 45 ans, il avait bâti un empire dans le développement immobilier, transformant des propriétés oubliées en mines d'or. Son costume sur mesure semblait déplacé parmi les mauvaises herbes envahissantes et les structures croulantes de sa nouvelle acquisition. « C'est ça ?» demanda-t-il, ne se donnant pas la peine de cacher sa déception. Carlos, son assistant, hocha la tête nerveusement. « Oui, monsieur. 5 acres juste à l'extérieur des limites de la ville. Les papiers ont été finalisés hier. » Bruno examina le terrain avec l'œil d'un promoteur. Là où les autres voyaient des ruines, il voyait du potentiel. Les bâtiments abandonnés seraient démolis, laissant place à des maisons de luxe qui se vendraient des millions. L'emplacement était parfait, assez proche de la ville pour la commodité, assez loin pour l'exclusivité. « Que l'équipe de démolition commence la semaine prochaine », dit Bruno en se dirigeant vers ce qui restait du bâtiment principal. « Je veux que ce soit nettoyé dès que possible. »« Monsieur, ne pensez-vous pas que nous devrions attendre le rapport d'inspection complet ?» lança Carlos derrière lui. Bruno le congédia d'un geste de la main. « J'en ai assez vu. Cette propriété est une mine d'or en puissance. » Alors que Bruno approchait de la structure délabrée, quelque chose attira son attention, un petit mouvement dans l'une des fenêtres. Il fit une pause pensant que cela pouvait être un animal. Les propriétés rurales comme celle-ci devenaient souvent des foyers pour les animaux errants. « Avez-vous vu ça ?» demanda-t-il. Carlos secoua la tête. « Voir quoi, monsieur ?»« Laissez. »« Tomber !» marmonna Bruno, continuant vers le bâtiment. La porte était précairement accrochée à des gonds rouillés. Bruno la poussa et entra, ses chaussures chères craquant sur le verre brisé et les débris. La lumière du soleil filtrait à travers les trous du toit, illuminant les particules de poussière dansant dans l'air. « Bonjour » appela-t-il, sa voix résonnant dans l'espace vide. Pas de réponse. Il s'avança plus loin, scrutant la pièce. De vieux meubles étaient couverts de poussière et de toiles d'araignée. Les dégâts des eaux avaient laissé des taches sombres sur les murs. L'endroit sentait le moisi et l'abandon. Puis il l'entendit, un léger bruit de frottement venant de la pièce du fond. « Y a-t-il quelqu'un » appela Bruno, sa voix plus ferme maintenant. Il poussa une autre porte et se figea. Dans le coin de la pièce, partiellement caché derrière une armoire cassée, se trouvait un petit garçon, pas plus de 7 ou 8 ans, avec des cheveux noirs et de grands yeux effrayés. Ses vêtements étaient sales, mais pas en lambeaux, ce qui suggérait qu'il ne vivait pas dans la rue depuis longtemps. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» chuchota Bruno. Le garçon ne courut pas ni ne pleura. Il fixa simplement Bruno, comme pour l'évaluer. « Que fais-tu ici ?» demanda Bruno, incapable de cacher son choc. Le garçon hésita puis parla d'une voix calme. « J'attends mon père. » Bruno sentit un frisson le parcourir malgré la chaleur de la journée. Quelque chose dans le regard direct du garçon le dérangeait. « Où est ta mère ?» demanda-t-il, faisant un pas prudent en avant. « Elle t'a dit qu'il viendrait me chercher, avant qu'elle ne parte, » répondit le garçon. Le poids de ces mots frappa Bruno de plein fouet. Un enfant abandonné dans cet endroit désolé, qui ferait une telle chose? « Comment t'appelles-tu » demanda Bruno, sa voix s'adoucissant. « Miguel » répondit le garçon. « Je suis Bruno. Depuis combien de temps es-tu ici ?»« Miguel ?» Le garçon haussa les épaules. « Beaucoup de jours. » L'esprit de Bruno s'emballa. Il devrait appeler la police ou les services sociaux. Ce n'était pas son problème. Il avait des rendez-vous prévus cet après-midi, des contrats à examiner, un dîner avec des investisseurs. « As-tu faim ?» se retrouva-t-il à demander. Miguel hocha légèrement la tête. « Viens », dit Bruno en tendant la main. « On va te chercher quelque chose à manger. » À sa surprise, le garçon se leva et s'approcha de lui, prenant sa main tendue. Ses petits doigts étaient froids dans la paume. De Bruno dehors, Carlos était au téléphone, parlant animément des bénéfices projetés. Il s'arrêta au milieu de sa phrase lorsqu'il vit Bruno sortir avec l'enfant. « Monsieur, qui est-ce » demanda-t-il les yeux grands ouverts. « Changement de plan, » dit Bruno. « Nous reportons la démolition. Et procurez-moi les... »
Coordonnées de celui qui nous a vendu cette propriété. Je veux savoir qui possédait cet endroit auparavant. Mais monsieur, les investisseurs peuvent attendre, coupa Bruno. D'abord, on va manger quelque chose. Ensuite, je dois faire quelques appels. Pendant le trajet jusqu'au restaurant le plus proche, Miguel resta assis tranquillement sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre. Bruno l'observa dans le rétroviseur, des questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était ce garçon? Où était sa famille? Et pourquoi Bruno se sentait-il si étrangement protecteur envers lui? Au restaurant, Miguel mangea lentement mais régulièrement, dévorant un hamburger, des frites et un milkshake au chocolat pendant que Bruno passait des appels. La police locale n'avait aucun rapport d'enfant disparu correspondant à la description de Miguel. Les services sociaux pouvaient le prendre, mais il faudrait des heures avant que quelqu'un ne puisse venir. « Ton père sait que tu l'attends dans cette vieille maison ?» demanda Bruno, lorsque Miguel eut fini de manger. Le garçon baissa, les yeux sur son assiette vide. « Maman a dit qu'il saurait où me trouver. »« Et où est allée ta mère ?» Elle pleurait. « Elle a dit qu'elle ne pouvait plus s'occuper de moi, » dit Miguel, sa voix plate, comme s'il récitait quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. « Elle a dit que mon vrai père viendrait. » Bruno sentit sa poitrine se serrer. « Ton vrai père ?» Miguel hocha la tête. « Elle a dit qu'il vivait dans une grande maison et qu'il avait beaucoup d'argent. » Un soupçon commença à se former dans l'esprit de Bruno. « Miguel, quel âge as-tu » ? « 8, » répondit le garçon. Il y a 8 ans, Bruno travaillait sur son premier grand projet de développement dans cette région. Il avait passé plusieurs mois ici, supervisant la construction, nouant des contacts, et il y avait eu une femme. Lucia était son nom. Une brève liaison qui prit fin lorsque Bruno retourna en ville. « Comment s'appelle ta mère » demanda Bruno, la bouche soudainement sèche. « Lucia Oliveira » répondit Miguel. Le nom frappa Bruno comme un coup physique. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. « As-tu une photo d'elle » demanda Bruno. Miguel fouilla dans sa poche et sortit une photo usée. Une belle femme aux cheveux et aux yeux noirs qui correspondaient à ceux du garçon regarda Bruno. C'était elle, plus âgée qu'il ne s'en souvenait, mais incontestablement Lucia. La main de Bruno trembla légèrement alors qu'il rendait la photo à Miguel. « Et elle t'a dit d'attendre ton père dans cette vieille maison ?» Miguel hocha la tête. « Elle a dit que c'était là que vous vous êtes rencontrés. Vous, pas lui. Vous. » L'implication était claire, et Bruno sentit le monde se déplacer sous ses pieds. Cet enfant pourrait-il être son fils? Un fils dont il ignorait l'existence? Monsieur, les services sociaux seront là dans 2 heures. Te interrompit Carlos, revenant à la table après avoir passé des appels. Bruno prit une décision rapide. Annulez ça. Dites-leur que nous avons identifié sa famille. Carlos avait l'air confus, mais s'éloigna pour passer l'appel. Miguel, dit Bruno en se penchant en avant. Aimerais-tu venir rester chez moi pendant que nous essayons de contacter ta mère? Le garçon l'étudia longuement, puis hocha lentement la tête. Es-tu vraiment mon père? La question directe prit Bruno au dépourvu. Je ne sais pas avec certitude. Mais c'est possible. Miguel sembla accepter cela. Maman a dit que tu ne savais rien de moi. Un mélange d'émotions envahit Bruno, de la colère envers Lucia pour avoir gardé ce secret, de la confusion quant à la raison pour laquelle elle abandonnerait leur fils maintenant, et une vague inattendue de protection envers cet enfant qui pourrait être son propre sang. On va régler ça ensemble, promit Bruno. Pendant le trajet, jusqu'au penthouse de Bruno en ville, il passa d'autres appels, engageant un enquêteur privé pour retrouver Lucia et organisant discrètement un test ADN. Le garçon resta silencieux sur la banquette arrière, observant le paysage changeant, alors qu'ils quittèrent la campagne et entraient dans la ville animée. La gouvernante de Bruno, Elena, fut surprise lorsqu'il arriva à la maison avec un enfant, mais passa rapidement en mode gardienne, montrant à Miguel la chambre d'amis et lui préparant un bain. Plus tard dans la soirée, après que Miguel eut été nourri à nouveau et regardait des dessins animés dans le salon, Bruno s'assit dans son bureau à domicile, regardant la carte de visite que l'enquêteur privé lui avait donnée. Il aurait bientôt des réponses. Mais ensuite, si Miguel était son fils, qu'est-ce que cela signifierait pour sa vie soigneusement structurée? La sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. C'était Rebecca, sa petite amie depuis 2 ans. « Mon chéri, sommes-nous toujours d'accord pour dîner chez Marcel ?» demanda-t-elle.
J'ai des nouvelles excitantes concernant l'ouverture de la galerie. Rebecca Jensen était la partenaire idéale pour Bruno, une femme à succès dans son propre domaine en tant que marchande d'art, belle, sophistiquée. Ils avaient une relation confortable qui convenait bien à son style de vie chargé. « Il y a un imprévu, dit-il. Je dois reporter. »« Encore » soupira-t-elle. « Bruno, c'est la 3e fois ce mois-ci. »« C'est différent cette fois, dit-il en jetant un coup d'œil vers le salon où Miguel était assis. Il y a une situation que je dois gérer. »« Professionnelle ou personnelle ?» demanda Rebecca, le ton se durcissant. « Ni l'un ni l'autre. C'est personnel. » Il y eut une pause au téléphone. « Personnel. Tu n'as jamais d'urgence personnelle, Bruno. Que se passe-t-il ? » « Je ne peux pas expliquer maintenant, dit-il. Je t'appellerai demain. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester davantage. Rebecca ne comprendrait pas. Comment pourrait-elle ? Alors que Bruno lui-même essayait encore d'accepter la possibilité qu'il avait un fils qu'il ne connaissait pas. Le lendemain matin, Bruno se réveilla pour trouver Miguel debout dans l'embrasure de sa chambre, le regardant. « Bonjour, » dit Bruno en s'asseyant. « As-tu bien dormi ?» Miguel hocha la tête. « Votre maison est très grande. » Bruno sourit malgré lui. « Oui, n'est-ce pas ? As-tu faim ?» Au petit déjeuner préparé par Elena, qui avait manifestement pris le garçon en affection, Bruno essaya d'en savoir plus sur la vie de Miguel. « Es-tu allé à l'école ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Miguel. « Mais on a beaucoup déménagé. Maman travaillait dans différents hôtels. Des hôtels. Elle nettoyait les chambres, expliqua Miguel. Parfois, on vivait là où elle travaillait. » Bruno ressentit une pointe de culpabilité. Pendant qu'il bâtissait sa fortune, Lucia avait lutté en tant que femme de ménage, élevant seule celui qui pourrait être son fils. La sonnette retentit, interrompant leur conversation. Elena alla ouvrir, revenant quelques instants plus tard avec une femme en tailleur. « Monsieur Vasconcelos, je suis Maria Santos, des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement inhabituel concernant un enfant trouvé sur l'une de vos propriétés. » Bruno se leva. « Oui, c'est Miguel, je crois qu'il pourrait être mon fils. » La femme sembla surprise. « Votre fils ?» Le signalement ne mentionnait pas cela. « C'est compliqué, » dit Bruno. « J'ai organisé un test ADN aujourd'hui pour confirmer. » L'expression de Maria était sceptique. « Je vois. Entre-temps, je vais devoir vous interroger tous les deux et évaluer la situation. » Pendant l'heure qui suivit, Maria s'entretint avec Bruno et Miguel séparément. Bruno expliqua la situation aussi honnêtement que possible, tout en essayant de paraître un père potentiel responsable plutôt qu'un étranger qui avait recueilli un enfant sans autorisation appropriée. « Les résultats du test ADN devraient être prêts dans quelques jours, » dit Bruno alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Entre-temps, je peux subvenir aux besoins de Miguel mieux que quiconque. » Maria sembla peu convaincue. « Monsieur Vasconcelos, je comprends que vous soyez un homme d'affaires prospère, mais la parentalité ne se résume pas à des dispositions matérielles. Il s'agit de stabilité, de soutien affectif et de temps. »« Je comprends cela, » dit Bruno, bien qu'il n'en soit pas sûr. Son propre père avait été distant au mieux, cruel au pire. Bruno avait juré d'être différent s'il avait un jour des enfants. Maintenant, il pourrait avoir la chance de le prouver. « Je vais suivre cette situation de près, » le mit en garde Maria. « Si le test confirme que vous êtes le père de Miguel, nous devrons établir des arrangements légaux pour la garde. » Après son départ, Bruno trouva Miguel dans la chambre d'amis, dessinant sur un bloc-notes qu'Elena lui avait donné. « Que dessines-tu » demanda Bruno en s'asseyant au bord du lit. Miguel lui montra un dessin d'une maison, non pas le Penthouse de Bruno, mais le bâtiment abandonné où Bruno l'avait trouvé. « Pourquoi cet endroit » demanda Bruno doucement. « Maman a dit que c'est là que vous étiez heureux, elle et vous, » répondit Miguel. Bruno essaya de se souvenir. La propriété avait autrefois été un petit hôtel où Bruno avait séjourné lors de son premier projet de développement dans la région. Lucia y avait-elle travaillé? Avait-il pu se rencontrer là-bas? Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place. Mais une question restait. « Miguel, pourquoi ta mère t'a-t-elle laissé là plutôt que de t'amener directement? »« Chez moi ?» Les yeux de Miguel se remplirent de larmes pour la première fois depuis que Bruno l'avait trouvée. « Elle a dit qu'elle avait essayé de vous parler de moi auparavant. Elle a dit que vous ne nous vouliez pas. » L'accusation frappa Bruno de plein fouet. Lucia avait-elle essayé de le contacter?
Il avait changé de numéro de téléphone, de bureau, d'assistant de nombreuses fois au cours des années. Il était possible qu'elle ait essayé et qu'elle n'ait pas réussi à le joindre. Où y avait-il plus dans cette histoire? Le téléphone de Bruno sonna. C'était le détective privé. « Monsieur Vasconcelos, j'ai des informations sur Lucia Oliveira. » Bruno sortit de la pièce. « Qu'avez-vous trouvé? J'ai peur que ce ne soit pas une bonne nouvelle, monsieur. Madame Oliveira a été admise à l'hôpital Sainte-Marie il y a 3 jours. Cancer à un stade terminal. Les médecins lui donnent des jours, peut-être des semaines. » Bruno sentit le sang lui quitter le visage. « Cancer, est-elle toujours là? »« Oui, monsieur, chambre 415. » Sans plus réfléchir, Bruno retourna auprès de Miguel. « Prends ta veste, on doit aller quelque part d'important. »« Où ?» demanda Miguel. « Voir ta mère, » répondit Bruno. Pendant qu'il conduisait à l'hôpital, l'esprit de Bruno était en ébullition. Lucia était mourante. Elle n'avait pas abandonné leur fils. Elle avait essayé de sécuriser son avenir avant de mourir. Et elle avait conduit Miguel vers Bruno de la seule manière qu'elle pouvait imaginer, en le laissant à l'endroit où leurs chemins s'étaient croisés pour la première fois. Sur le parking de l'hôpital, Bruno se tourna vers Miguel. « Ta maman est très malade. C'est pourquoi elle a dû te laisser. Elle voulait que je te trouve et que je prenne soin de toi. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. « Va-t-elle mourir ?» Bruno ne pouvait pas lui mentir. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais oui, elle est très malade. Alors qu'il marchait dans les couloirs de l'hôpital, Bruno ressentit un étrange mélange de colère, de chagrin et d'anxiété. Que dirait-il à Lucia après toutes ces années? Comment pouvait-il faire face à la femme qu'il avait laissée tomber sans jamais savoir qu'elle portait son enfant? Devant la chambre 415, Bruno s'agenouilla à la hauteur de Miguel. « Es-tu prêt à la voir ?» Miguel hocha la tête, son petit visage solennel. Bruno prit une profonde inspiration et ouvrit la porte, pénétrant dans un passé qu'il ne connaissait pas et un avenir qu'il n'avait jamais anticipé. La petite main d'un garçon qui pourrait être son fils serrée fermement dans la sienne. Bruno hésita sur le seuil de la chambre 415. Le bip régulier des moniteurs remplissait le silence alors qu'il observait Lucia allongée dans le lit d'hôpital. Elle était plus mince qu'il ne s'en souvenait. Sa beauté autrefois vibrante maintenant diminuée par la maladie. Ses cheveux noirs étaient plus courts et sa peau avait une pâleur maladive qui lui serra la poitrine de culpabilité. Miguel lâcha la main de Bruno et se précipita au chevet de sa mère. « Maman !» Les yeux de Lucia s'ouvrirent. Pendant un instant, la confusion obscurcit ses traits, puis la reconnaissance apparut. « Miguel !» murmura-t-elle, sa voix faible mais pleine d'amour. « Tu l'as trouvé ?» Son regard se porta sur Bruno, debout maladroitement au pied du lit. « Vous vous êtes retrouvés. » Bruno déglutit difficilement. « Lucia !»« Je n'avais aucune idée. Je sais, » dit-elle en tendant la main pour caresser les cheveux de Miguel. « Ce n'était pas de ta faute. » Miguel monta sur la chaise à côté du lit et prit la main de sa mère. « Vas-tu aller mieux ?» Un sourire triste effleura les lèvres de Lucia. « Pas cette fois, mon chéri. C'est pourquoi j'avais besoin que tu rencontres ton père. » Bruno s'approcha du lit, ne sachant pas quoi dire ou faire. 8 années d'anniversaire manqués, d'événements scolaires et de moments quotidiens s'étendaient entre eux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demanda-t-il finalement. Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. « J'ai essayé, Bruno. J'ai appelé ton bureau de nombreuses fois la première année. Ton assistante a toujours dit que tu étais indisponible. J'ai écrit des lettres qui ont été retournées. Après un moment, j'ai abandonné. Je n'ai jamais reçu de message, dit Bruno, la confusion apparente dans sa voix. J'ai changé d'assistante, de bureau, mais quelqu'un aurait dû me le dire. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit Lucia, sa voix s'affaiblissant légèrement. Ce qui compte, c'est l'avenir de Miguel. Une infirmière entra dans la chambre, vérifiant les constantes vitales de Lucia avec une efficacité routinière. « Vous ne devriez pas vous fatiguer, Madame Oliveira, dit-elle doucement. Vous avez besoin de repos. J'ai besoin de temps avec mon fils, répondit fermement Lucia, et de parler à son père. L'infirmière hocha la tête avec sympathie et quitta la pièce. Lucia se tourna vers Miguel. « Mon chéri, pourrais-tu demander à la gentille infirmière si elle a du jus? J'ai un peu soif. » Miguel hésita à partir, mais fit ce que sa mère lui demandait. Une fois seule, l'expression de Lucia devint plus sérieuse. Le cancer s'est propagé rapidement. Au moment où on l'a découvert, il était trop tard pour un traitement. Il ne me reste plus beaucoup de temps.
Bruno tira une chaise et s'approche du lit. « Je vais m'occuper de lui, Lucia, ne t'inquiète pas. »« Tu es sûre ?» demanda-t-elle, l'observant attentivement. « Ta vie est très différente maintenant. Un enfant ne faisait pas partie de tes plans. »« C'est mon fils, » répondit Bruno, les mots lui semblant étranges et pourtant justes. « Je ferai tout ce qu'il faut. » Lucia sembla se détendre légèrement. « J'étais désespéré en le laissant dans cet hôtel délabré, mais je savais que tu avais acheté la propriété. J'espérais que tu le trouverais là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. »« Je me souviens, » dit Bruno doucement. « Tu travaillais à la réception. » Elle hocha la tête. « Tu es resté 3 mois, travaillant sur ton premier grand projet. J'aurais dû faire plus d'efforts pour te retrouver après mon départ, » admit Bruno. « Nous savions toutes les deux que ça n'était pas fait pour durer, » dit Lucia sans amertume. « Tu étais en train de construire un empire. J'étais juste une petite fille de province avec de grands rêves. » Miguel revint avec une petite tasse de jus. « L'infirmière a dit que tu pouvais en prendre. » Lucia sourit à son fils. « Merci, mon amour. Pourquoi ne pas raconter à ton père l'école? Comment tu es doué en mathématiques ?» Alors que Miguel racontait avec enthousiasme à Bruno ses matières préférées et comment il avait gagné un concours de mathématiques dans son ancienne école, Lucia les regardait les larmes aux yeux. C'est ce qu'elle avait voulu. Son fils se liant à son père, construisant le début d'une relation qui le soutiendrait après son départ. Plus tard dans la soirée, à la fin des heures de visite, Bruno promit de ramener Miguel le lendemain. « Prends soin de mon garçon » murmura Lucia alors qu'il se penchait pour lui dire au revoir. « Je te le promets » répondit Bruno, le pensant plus sincèrement que jamais dans sa vie. Pendant le trajet de retour vers son penthouse, Bruno jeta un coup d'œil à Miguel dans le rétroviseur. Le garçon regardait par la fenêtre, silencieux et pensif. « Ta mère est très courageuse » dit Bruno pour briser le silence. Miguel hocha la tête. « Elle a toujours été courageuse. »« Miguel, je veux que tu saches que tu peux rester avec moi. Pas seulement jusqu'à ce que ta mère aille mieux, mais pour toujours. » Miguel se tourna de la fenêtre pour regarder Bruno. « Tu es vraiment mon père ?»« Oui, » dit Bruno, même si les résultats de l'ADN n'étaient pas encore arrivés. Au fond de son cœur, il le savait. « Je suis vraiment ton père. » À leur arrivée à la maison, Elena avait préparé le dîner et avait mieux aménagé la chambre d'amis pour Miguel, ajoutant des livres pour enfants et des jouets qu'elle avait achetés cet après-midi. Le téléphone de Bruno avait vibré toute la journée. Carlos avait besoin de décisions sur plusieurs projets. Les investisseurs devenaient impatients du retard sur la propriété nouvellement acquise. Et Rebecca avait appelé de nombreuses fois, ses messages devenant de plus en plus irrités. Pendant que Miguel dînait, Bruno entra dans son bureau pour répondre aux appels de Rebecca. « Enfin, » répondit-elle, « je commençais à penser que tu avais disparu. »« Je suis désolé, » dit Bruno. « Les choses ont été compliquées. » C'est ce que tu continues de dire. Qu'est-ce qui se passe exactement, Bruno? Nous avions des projets. L'ouverture de la galerie a lieu demain soir et j'ai besoin de savoir si tu viens. Bruno prit une profonde inspiration. Rebecca, j'ai découvert que j'avais un fils. Un long silence suivit au bout du fil. Un fils? De quoi parles-tu? Il expliqua la situation aussi brièvement que possible. Avoir trouvé Miguel, la probabilité qu'il soit le père du garçon, et la maladie en phase terminale de Lucia. Donc cette femme prétend que son fils est le tien et tu la crois simplement. La voix de Rebecca était froide. J'attends les résultats de l'ADN, mais oui, je la crois. Et Miguel reste avec moi maintenant. C'est fou, Bruno. Tu es un homme d'affaires, pas un père. Que sais-tu de l'éducation d'un enfant? C'est mot piqueur car il faisait écho à ses propres doutes. J'apprends, dit-il simplement. Et nous, nos projets? Bruno n'avait pas réfléchi aussi loin. Son monde avait été bouleversé en 2 jours. Je ne sais pas, Rebecca. Pour l'instant, je dois me concentrer sur Miguel. Je vois, dit-elle, la voix sèche. Appelle-moi quand tu auras réglé ça. Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre. Bruno posa son téléphone, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. La réaction de Rebecca était prévisible. Leur relation avait toujours été une relation d'avantage mutuel plutôt qu'une connexion émotionnelle profonde. Avoir un enfant dans l'image perturberait l'équilibre confortable qu'ils avaient établi. Quand il retourna dans la salle à manger, Miguel avait fini de manger et montrait à Elena comment jouer à un jeu sur sa petite console de jeu portable, bien usagée.
C'était un cadeau d'anniversaire de maman, expliqua Miguel en voyant Bruno la regarder. Elle a économisé pendant longtemps. Bruno ressentit une autre pointe de culpabilité. Alors qu'il accumulait richesse et luxe, Lucia s'en sortait tant bien que mal, économisant pour offrir à son fils de simples plaisirs. « Peut-être que demain on pourra aller faire du shopping », suggéra Bruno. « Te trouver de nouveaux vêtements, des livres, tout ce dont tu as besoin. » Miguel sembla incertain. « Je préfère aller voir maman. »« Bien sûr, » dit rapidement Bruno. « On ira à l'hôpital dès le matin. » Ce soir-là, après que Miguel se soit couché, Bruno s'assit dans son bureau pour revoir son agenda des jours à venir. Il avait des réunions planifiées les unes après les autres, un voyage d'affaires à Chicago prévu pour le week-end et la cérémonie de la première pierre de son nouveau projet de développement le mardi suivant. Tout cela devrait être reporté. Miguel avait besoin de stabilité maintenant, pas d'un père qui disparaissait quelques jours après leur rencontre. Bruno prit le téléphone et appela Carlos. « J'ai besoin que tu libères mon agenda pour les 2 prochaines semaines. » « dit-il sans préambule. « 2 semaines ?» Carlos sembla alarmé. « Monsieur, les investisseurs devront attendre, » interrompit Bruno. « Urgence familiale. »« Familiale ?» répéta Carlos, la confusion évidente dans sa voix. Dans les 5 années où il avait travaillé pour Bruno, il n'avait jamais vu son patron prioriser la famille au détriment des affaires. « Oui, familiale, » confirma Bruno. « Je t'expliquerai plus tard. Occupe-toi simplement de ça, Carlos. » Après avoir raccroché, Bruno s'appuya en arrière dans sa chaise, pensant à la propriété abandonnée où il avait trouvé Miguel. Cela devait être son prochain grand projet, des condominiums de luxe avec une vue imprenable sur la campagne. Les investisseurs étaient déjà en place, les plans dessinés. Mais maintenant, regardant les rendus architecturaux éparpillés sur son bureau, il ressentait une étrange réticence. Cet endroit avait une histoire qu'il ne connaissait pas. C'est là qu'il avait rencontré Lucia, là où son fils l'attendait. Sur une impulsion, Bruno sortit son téléphone et rappela le détective privé. « J'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur l'ancienne propriété hôtelière de la route 16, » dit-il. « Ancien propriétaire, histoire, tout. Surtout pendant la période d'il y a environ 9 ans, quand elle était encore en activité. » Le lendemain matin, Bruno et Miguel retournèrent à l'hôpital. Lucia avait l'air plus mâle, sa respiration plus laborieuse, sa peau prenant une teinte grisâtre. « Les médecins disent que ses organes commencent à lâcher, » dit une infirmière à Bruno discrètement à l'extérieur de la chambre. « Ça ne va pas durer longtemps, maintenant. » À l'intérieur, Miguel était assis à côté de sa mère, lui parlant du penthouse de Bruno et de la cuisine d'Elena. « Et il a une grande télévision, plus grande que celle du Sunset Motel, » dit Miguel, « et une vue sur toute la ville. » Lucia sourit faiblement. « Ça a l'air merveilleux. » Bruno regardait depuis l'entrée, frappé par le lien entre la mère et le fils. Malgré leurs circonstances difficiles, Lucia avait clairement donné à Miguel une enfance pleine d'amour. « Bruno », appela doucement Lucia le remarquant, « viens t'asseoir avec nous. » Il s'approcha du lit, prenant la chaise du côté opposé à Miguel. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Comme quelqu'un qui n'a plus beaucoup de temps pour se soucier de son ressenti, » répondit Lucien avec une franchise surprenante. Le visage de Miguel s'affaissa. « Maman, ne dis pas ça. » Lucia toucha la joue de son fils. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, mon chéri. Même quand je ne serai plus là, je veillerai toujours sur toi. » Les larmes jaillirent des yeux de Miguel. « Je ne veux pas que tu partes. »« Je sais, » dit-elle, ses propres yeux brillants. « Mais parfois nous n'avons pas le choix. C'est pourquoi il est si important que tu aies ton père maintenant. » Elle regarda Bruno avec sens. « Il y a une boîte dans mon appartement. L'adresse est dans mon portefeuille. Elle contient l'acte de naissance de Miguel, ses bulletins scolaires, tout ce dont tu auras besoin. » Bruno hocha la tête, comprenant la gravité de ce qu'elle lui confiait. « Je vais la chercher aujourd'hui. » Un médecin entra dans la chambre, un bloc-notes à la main. « Madame Oliveira, nous devons faire quelques tests. » Lucia serra la main de Miguel. « Va avec ton père un petit moment. Allez déjeuner. Reviens plus tard. » Miguel hésitait à partir, mais Bruno le guida doucement, hors de la chambre. « On lui ramènera quelque chose de bon à manger. Ça y promit-il. » Dans la cafétéria de l'hôpital, Bruno essaya d'engager Miguel dans une conversation, mais le garçon était renfermé, poussant sa nourriture sur son assiette sans manger. « Ta mère est très forte, » dit Bruno. « Et toi aussi.
Miguel le regarda, les yeux sérieux au-delà de son âge. « Vas-tu me renvoyer quand elle sera morte ?» La question prit Bruno au dépourvu. « Non, bien sûr que non. Pourquoi penserais-tu ça ?»« Parce que tu ne nous voulais pas avant, » dit simplement Miguel. Bruno sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Miguel, ce n'est pas vrai. Je ne te connaissais pas. Si je t'avais connu, les choses auraient été différentes. » Miguel ne semblait pas convaincu. « Maman a dit qu'elle avait essayé de te le dire. » « Et je la crois, » dit Bruno sincèrement. « Mais parfois, les messages ne passent pas. Ce n'est pas que je ne te voulais pas. Je ne savais tout simplement pas que tu existais. » Le garçon sembla réfléchir à cela. « Tu me veux maintenant ?»« Oui, » répondit Bruno sans hésitation. « Je veux vraiment que tu fasses partie de ma vie. » Une partie de l'attention quitta les épaules de Miguel. « D'accord. » Après le déjeuner, ils s'arrêtèrent dans un magasin de jouets où Bruno encouragea Miguel à choisir tout ce qu'il voulait. Le garçon fut submergé par le choix, ne sélectionnant finalement qu'un petit jeu Lego et un ballon de foot. « Tu es sûr que c'est tout ce que tu veux ?» demanda Bruno, surpris par la modestie de ses choix. Miguel hocha la tête. Maman dit qu'il ne faut pas être gourmand. Une autre leçon de Lucia qui toucha profondément Bruno. Son propre style de vie reposait sur le désir constant d'en avoir toujours plus. Plus de propriété, plus d'argent, plus de statut. Avant de retourner à l'hôpital, ils allèrent à l'appartement de Lucia en utilisant l'adresse qu'ils avaient trouvée dans son sac à main. C'était un petit logement d'une chambre dans un immeuble délabré en périphérie de la ville. Le loyer était en retard de 3 mois selon les avis collés à la porte. À l'intérieur, l'appartement était propre mais spartiate. Un canapé usé, une petite télévision, une kitchenette avec des assiettes dépareillées. Miguel montra qu'à Bruno son coin du salon qui lui servait de chambre, un futon, une petite bibliothèque et une caisse de rangement en plastique pour ses vêtements. Bruno trouva la boîte mentionnée par Lucia sur l'étagère supérieure du placard. À l'intérieur se trouvait le certificat de naissance de Miguel avec Bruno comme père, ses bulletins scolaires, des informations médicales et une pile de photos documentant la vie de Miguel, de sa petite enfance à aujourd'hui. Il y avait aussi une épaisse enveloppe adressée à Bruno. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 8 ans auparavant, peu après la naissance de Miguel. « Cher Bruno, au moment où tu liras ceci, je ne serai peut-être plus là. J'ai essayé à maintes reprises de te joindre, de te parler de notre fils, mais la vie a une façon de créer de la distance entre les gens qui suivent des chemins différents. Miguel est ton fils. Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre, et je ne lui ai jamais caché la vérité. Il sait que son père est un homme prospère qui construit de magnifiques bâtiments et transforme les lignes d'horizon. Je ne veux rien de toi, sauf que tu le connaisses. Il est intelligent, gentil et plus courageux qu'aucun enfant ne devrait l'être. Il mérite de connaître l'autre moitié de ce qu'il est. Si tu lis cette lettre, cela signifie que j'ai dû le laisser à tes soins. Ne le blâme pas pour le bouleversement qu'il apporte dans ta vie. Blâme-moi si tu dois blâmer quelqu'un, mais mieux encore, vois cela comme le cadeau que c'est, la chance de connaître un garçon remarquable qui porte ton sang et ta force. Tout. Ce que je te demande, c'est de l'aimer comme je l'ai aimé, complètement et sans réserve. » Bruno plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe, sa vision brouillée par des larmes inattendues. Il regarda autour de lui le petit appartement, imaginant la vie de Lucia et Miguel ici, préparant des repas dans la minuscule cuisine, Miguel faisant ses devoirs à la table pliante, Lucia le couchant la nuit sur le futon, si différent de sa propre vie de luxe et d'isolement. Miguel sortit de la salle de bain en tenant une petite photo encadrée. « Puis-je apporter ça à maman? C'est sa préférée. » La photo montrait une Lucia plus jeune tenant bébé Miguel, tous deux souriants. « À la caméra, bien sûr, » dit Bruno, la voix rauque d'émotion. « Je suis sûr qu'elle aimerait ça. » Ils rassemblèrent quelques affaires de Miguel et les documents importants, puis retournèrent à l'hôpital. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre de Lucia, ils trouvèrent des médecins et des infirmières rassemblés autour de son lit. « Que se passe-t-il » demanda Bruno à une infirmière qui passait en courant avec du matériel. « Sa tension artérielle a soudainement chuté », expliqua précipitamment l'infirmière. « Veuillez attendre dehors. » Miguel serra la photo encadrée contre sa poitrine, le visage pâle de peur. « Maman est en train de mourir ?» Bruno s'agenouilla à la hauteur de Miguel, posant ses mains sur les épaules du garçon. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent.
Elle ne peut pas mourir, insista Miguel, les larmes coulant sur son visage. Pas encore, je ne lui ai pas dit au revoir. Bruno prit son fils dans ses bras, sentant le petit corps trembler de sanglots. Je sais, Miguel, je sais. Pendant près d'1 heure, ils attendirent dans le couloir devant la chambre de Lucia. Miguel finit par s'endormir en larmes dans les bras de Bruno, la photo toujours serrée dans ses mains. Enfin, un médecin sortit de la chambre, l'air fatigué et solennel. « Monsieur Vasconcelos, mademoiselle Oliveira est stabilisée pour le moment, mais je crains qu'elle ne soit tombée dans le coma. Son corps est en train de s'éteindre. Ce n'est qu'une question de temps. »« Combien de temps ?» demanda Bruno doucement, faisant attention de ne pas réveiller Miguel. Le médecin secoua la tête. « Des heures, peut-être 1 jour ou 2 au maximum. Vous pouvez entrer et vous asseoir auprès d'elle si vous le souhaitez. » Bruno porta Miguel endormi dans la chambre. Lucia était immobile et pâle, branchée à plus de machines qu'avant. Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul son dans la pièce. Avec précaution, Bruno installa Miguel sur la chaise à côté du lit de Lucia, le couvrant de sa veste. Puis il prit place de l'autre côté, tendant la main pour prendre la main inerte de Lucia dans la sienne. « Je suis désolé, » murmura-t-il, « pour tout ce que tu as subi seul, pour ne pas avoir été là. Mais je te le promets, Lucia, je prendrai soin de notre fils. Je ferai en sorte qu'il sache combien sa mère l'a aimé. » Dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, alors qu'une vie s'éteignait et qu'une autre changeait à jamais, Bruno Vasconcelos fit un vœu silencieux de devenir le père que Miguel méritait, et peut-être, au passage, de devenir un meilleur homme qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Devant la fenêtre, la nuit tombait sur la ville. Le téléphone de Bruno vibrait avec des messages de Carlos concernant des affaires urgentes, de Rebecca concernant l'ouverture de sa galerie, d'investisseurs exigeant son attention. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Bruno les ignora. Tous, choisissant plutôt de veiller avec son fils au chevet de la femme qui les avait tous deux aimés, d'une manière qu'il ne commençait qu'à comprendre. La lumière du matin filtrait par la fenêtre de l'hôpital, projetant de longues ombres dans la chambre de Lucia. Bruno ouvrit les yeux, le cou raide après avoir dormi sur la chaise. Miguel dormait toujours, blotti dans le fauteuil inclinable que les infirmières lui avaient apporté pendant la nuit. Le bip du moniteur cardiaque de Lucia était devenu un fond sonore constant, mesurant le temps précieux qu'il lui restait. Bruno consulta sa montre, près de 8 heures du matin. Ils étaient à l'hôpital depuis 14 heures d'affilée. Une infirmière entra silencieusement, vérifiant les constantes vitales de Lucia avec une efficacité routinière. « Un changement ?» demanda Bruno d'une voix basse. L'infirmière secoua la tête. « Son état est le même. Vous devriez ramener le garçon à la maison, le nettoyer, peut-être prendre un petit déjeuner. Nous appellerons si quelque chose change. » Bruno hocha la tête, sachant qu'elle avait raison. Miguel avait besoin de repos et de nourriture. Il secoua doucement l'épaule du garçon. « Miguel, » dit-il doucement, « allons à la maison pendant un petit moment. On peut prendre une douche, changer de vêtements et revenir. » Les yeux de Miguel s'ouvrirent, se dirigeant immédiatement vers la forme immobile de sa mère. « Je ne veux pas la quitter, juste pour un petit moment, » promit Bruno. « Les infirmières ont mon numéro. Elles appelleront tout de suite si ta maman se réveille. » À contre-cœur, Miguel accepta. Avant de partir, il plaça la photo encadrée qu'il avait apportée de l'appartement sur la table de chevet de Lucia, la positionnant de manière à ce que, si elle ouvrait les yeux, ce soit la première chose qu'elle verrait. Le trajet de retour vers le penthouse de Bruno fut silencieux. Miguel regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Le téléphone de Bruno avait constamment vibré. Il avait ignoré des dizaines d'appels et de messages au cours de la dernière journée. Elena les accueillit à la porte, le visage marqué par l'inquiétude. « Vous voilà. J'étais tellement qu'inquiète quand vous n'êtes pas rentrée hier soir. »« Désolé, Elena, » dit Bruno. « Nous sommes restés à l'hôpital. Peux-tu préparer le petit déjeuner pendant que Miguel prend une douche? Je dois passer quelques appels. » Pendant que Miguel se nettoyait, Bruno se retira dans son bureau. Il y avait 37 appels manqués, 15 de Carlos, 12 de Rebecca et le reste de divers associés et investisseurs. Il appela d'abord « Carlos ?»« Monsieur, enfin !» Carlos avait l'air paniqué. « Les investisseurs menacent de se retirer du projet immobilier de la route 16. Ils disent que si vous ne le priorisez pas, ils iront investir ailleurs. »« Laissez-les faire, » dit Bruno se surprenant autant que Carlos.
Excusez-moi, monsieur. J'ai dit laissez-les faire, répéta Bruno. Je reconsidère ce projet de toute façon. Mais monsieur, nous avons déjà investi des millions dans la planification et les permis. Les choses changent, Carlos. Bruno se frotta les tempes, sentant un mal de tête se former. Qu'en est-il des résultats de l'ADN, des nouvelles? Ils sont arrivés ce matin, dit Carlos. J'allais vous le dire, mais vous ne répondiez pas à votre téléphone. Le laboratoire l'a confirmé. 99,9% de probabilité que vous soyez le père du garçon. Même si Bruno avait déjà accepté cette vérité dans son cœur, entendre la confirmation officielle lui envoya une vague d'émotion. Merci, Carlos. Maria Santos des services de protection de l'enfance a-t-elle contacté? Oui, elle a appelé plusieurs fois. Elle veut planifier une visite à domicile pour évaluer les conditions de vie. Fixez-la pour demain après-midi, ordonna Bruno. Et Carlos, je veux que tu commences à chercher des écoles dans le coin, de bonnes écoles, et un psychologue pour enfants. Miguel aura besoin d'aide pour faire face à la maladie de sa mère. Carlos resta silencieux un instant. Monsieur, avez-vous vraiment l'intention d'élever cet enfant vous-même? C'est mon fils, dit simplement Bruno, et il s'appelle Miguel. Après avoir raccroché avec Carlos, Bruno hésita avant de composer le numéro de Rebecca. Il n'avait pas envie de cette conversation. Donc tu es vivant, répondit-elle froidement. Tu as raté l'ouverture de la galerie. J'avais l'air ridicule de dire à tout le monde que mon petit ami serait là. Je suis désolé, dit Bruno et il le pensait. J'étais à l'hôpital. La mère de Miguel est dans le coma. Rebecca resta silencieuse un instant. Je vois. Et le test ADN? Il est confirmé. Miguel est mon fils. Une autre pause. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, Bruno? C'était une question juste, une question que Bruno avait évitée. Sa vie avait changé irrévocablement ces derniers jours. Les priorités et les plans qu'il avait ne semblaient plus convenir. Je ne sais pas, admit-il. En ce moment, je dois me concentrer sur Miguel. Il perd sa mère et je suis tout ce qu'il lui restera. Donc je suis censé attendre pendant que vous jouez les papas. La voix de Rebecca était aiguë, blessée et en colère. Ce n'est pas la relation pour laquelle j'ai signé, Bruno. Je sais, dit-il doucement, et je ne vous demanderai pas de le faire. Peut-être devrions-nous faire une pause, me donner le temps de comprendre tout ça. Une pause, répéta-t-elle d'un ton plat. Eh bien, ça simplifie les choses, n'est-ce pas? Au revoir, Bruno. Bonne chance pour ta nouvelle vie. La ligne se coupa. Bruno posa son téléphone, ressentant un mélange complexe de regret et de soulagement. Rebecca avait été une bonne partenaire pour la vie qu'il menait auparavant. Événements glamour, conversations sophistiquées, pas d'émotions désordonnées ni d'exigences de temps. Mais cette vie était désormais derrière lui. Lorsqu'il sortit de son bureau, Miguel était assis au bar du petit déjeuner, vêtu de vêtements propres, ses cheveux humides soigneusement peignés. Elena avait préparé un festin, œufs, bacon, crêpes, fruits et chocolat chaud avec de la crème fouettée. « Mange bien », encouragea Bruno, s'asseyant à côté de son fils. « Nous aurons besoin de nos forces aujourd'hui. » Miguel picorait, sa nourriture sans enthousiasme. « Quand pourrons-nous retourner à l'hôpital ?»« Bientôt, » promit Bruno. « D'abord, je veux te montrer quelque chose. » Après le petit déjeuner, Bruno emmena Miguel dans la pièce à côté de la sienne, une chambre d'amis spacieuse qui avait rarement été utilisée. « J'ai pensé que ça pourrait être ta chambre, » dit Bruno. « On peut la peindre de la couleur que tu veux, choisir les meubles que tu aimes. » Miguel regarda autour de lui le grand espace impersonnel. « C'est vraiment grand. »« Trop grand ?» demanda Bruno, soudain incertain. Miguel haussa les épaules. « Peut-être. Maman et moi partagions une chambre depuis longtemps. » Bruno ressentit une pointe de tristesse. « Te sentirais-tu mieux dans une chambre plus petite? Il y en a une autre au bout du couloir. »« Non, celle-ci va bien, » dit Miguel. « Puis-je accrocher mes dessins? »« Bien sûr, » dit Bruno. « C'est ta maison maintenant, Miguel. Tu peux la rendre à ton image comme tu veux. » Le garçon hocha la tête, mais Bruno vit qu'il était toujours mal à l'aise avec l'idée. « Hé !» dit Bruno, s'agenouillant au niveau de Miguel. « Je sais que tout cela est étrange et arrive très vite, et je sais que je ne peux pas remplacer ta maman, je ne veux pas essayer, mais je veux que tu te sentes en sécurité ici, et heureux si... » « C'est possible !» Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. « Je veux juste que maman aille mieux. » Bruno le prit dans ses bras. « Je sais, mon fils, je sais. » Ils retournèrent à l'hôpital en milieu de matinée.
L'état de Lucia était inchangé. Le médecin expliqua qu'elle ne souffrait pas et que le coma était une façon pour son corps de s'éteindre progressivement. Cela pourrait prendre des heures ou des jours, dit-il doucement. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Avec certitude. Miguel insista pour s'asseoir à côté de sa mère, lui tenant la main et lui parlant comme si elle pouvait l'entendre. Bruno s'assit de l'autre côté, observant le lien entre la mère et le fils, le cœur lourd. Vers midi, on frappa à la porte. Maria Santos des services sociaux entra, son expression sombre. « Monsieur Vasconcelos, j'ai entendu parler de l'état de Madame Oliveira, je suis très désolé. » Bruno se leva pour lui parler dans le couloir, laissant Miguel avec sa mère. « Les résultats de l'ADN ont confirmé que je suis le père de Miguel, » lui dit Bruno. « J'ai déjà commencé à prendre des dispositions pour ses soins. Je recherche des écoles. Je trouve un psychologue pour enfants pour l'aider à traverser cette transition. » Maria hocha la tête avec approbation. « C'est bon à entendre. Je devrais quand même faire la visite à domicile dont nous avons discuté pour m'assurer que l'environnement de vie est adapté. » Bien sûr, Carlos aurait dû la programmer. Pour demain. Il l'a fait, confirma Maria. Monsieur Vasconcelos, je dois vous demander, êtes-vous préparé à la réalité de devenir un père célibataire à plein temps? C'est un énorme ajustement, surtout pour quelqu'un avec votre style de vie. Bruno comprit son inquiétude. Jusqu'à il y a quelques jours, sa vie tournait autour de transactions commerciales et d'engagements sociaux. Il n'y avait pas de place pour un enfant. J'apprends, dit-il honnêtement, et je continuerai à apprendre. Miguel est mon fils, et il a besoin de moi. Tout le reste peut changer. Maria sembla satisfaite de sa réponse. Alors, à demain. Après son départ, Bruno retourna dans la chambre de Lucia. Miguel lisait à haute voix un livre qu'il avait trouvé dans la petite bibliothèque de l'hôpital, sa voix douce mais ferme. Tout l'après-midi, les infirmières sont allées et venues, vérifiant les constantes vitales de Lucia et ajustant ses médicaments. Bruno profita du temps pour passer plus d'appels, annuler des réunions, reporter des projets et rechercher les meilleures écoles de la région. L'enquêteur privé a appelé avec des informations sur l'ancien hôtel. Il s'appelait le Hillside Lodge, a-t-il rapporté, appartenant à un couple nommé Martinez jusqu'à ce qu'ils le vendent à une société de développement il y a 9 ans. Cette société l'a géré pendant environ 1 an avant de le fermer. Il est resté vacant jusqu'à ce que votre société l'achète il y a 3 mois. « Et Lucia Oliveira ?» demanda Bruno. « Y a-t-elle travaillé ?»« Oui, elle était employée comme réceptionniste pendant la période que vous avez spécifiée. Elle a commencé il y a environ 10 ans et est restée jusqu'à ce que l'hôtel change de main. » La chronologie correspondait parfaitement à l'époque où Bruno y avait séjourné pendant la supervision de son premier grand projet dans la région. Il s'en souvenait maintenant. Le sourire chaleureux de Lucia à la réception, les conversations décontractées qui sont progressivement devenues quelque chose de plus. Ils avaient passé 3 mois ensemble avant que Bruno ne retourne en ville, promettant de rester en contact mais finissant par laisser la relation s'estomper alors qu'il se concentrait sur l'expansion de son entreprise. Il n'avait jamais su qu'elle était enceinte lorsqu'il est parti. Le soir arriva et Miguel refusa de quitter le côté de sa mère. Bruno fit livrer de la nourriture à la chambre d'hôpital et ils dînèrent ensemble dans le silence. Vers 8 heures, les machines surveillant l'état de Lucia se mirent à biper plus rapidement. Une infirmière se précipita, suivie d'un médecin. « Sa tension artérielle chute, » dit le médecin. Son corps s'éteint. Le visage de Miguel se contracta. « Maman, maman, s'il te plaît, ne pars pas !» Bruno serra Miguel contre lui pendant que l'équipe médicale s'activait autour de Lucia. Après plusieurs minutes tendues, le médecin fit un pas en arrière, secouant légèrement la tête. « Je suis désolé, » dit-il, doucement. « Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Cela ne devrait plus tarder. » L'infirmière ajusta les médicaments de Lucia pour s'assurer qu'elle ne souffrait pas, puis laissa Bruno et Miguel seuls avec elle. Miguel monta sur le lit à côté de sa mère, en faisant attention de ne pas toucher les tubes et les fils. Il posa sa tête sur son épaule, les larmes coulant sur son visage. « Je t'aime, maman, » chuchota-t-il. « Je ne t'oublierai jamais, je te le promets. » Bruno se tenait de l'autre côté du lit, ses propres yeux humides de larmes pour cette femme qu'il avait autrefois brièvement connue et pour la vie qu'elle avait vécue sans lui. Il prit la main de Lucia et la serra doucement. « Merci pour notre fils, » dit-il doucement.
Je vais prendre soin de lui, je le jure. » Pendant plus d'1 heure, ils veillèrent tandis que la respiration de Lucia devenait plus superficielle. Puis, juste après 9h30, le bip régulier du moniteur cardiaque se transforma en un son continu. Lucia était partie. Le corps de Miguel tremblait de sanglots silencieux alors qu'il s'accrochait à sa mère. Bruno resta paralysé, ne sachant pas comment réconforter son fils dans un chagrin si profond. L'équipe médicale revint, parlant à voix basse, offrant ses condoléances, expliquant ce qui allait se passer ensuite. Finalement, Bruno éloigna doucement Miguel afin que les infirmières puissent s'occuper de Lucia. « Elle est partie, n'est-ce pas ?» demanda Miguel, sa voix petite et brisée. Bruno hocha la tête, s'agenouillant pour prendre son fils dans ses bras. « Oui, elle ne souffre plus. Que se passe-t-il maintenant ?» Les yeux de Miguel étaient rouges et gonflés à force de pleurer. « Nous allons l'emmener quelque part de beau, » dit Bruno, réfléchissant rapidement. « Quelque part où elle pourra reposer paisiblement. Et puis nous rentrerons à la maison et commencerons notre nouvelle vie ensemble. »« Je ne veux pas d'une nouvelle vie, » dit Miguel, de nouvelles larmes coulant. « Je veux ma vieille vie avec maman. » Bruno se sentait impuissant face à un tel chagrin. « Je sais, Miguel, je voudrais pouvoir te donner ça, mais je te le promets, je ferai tout mon possible pour te rendre heureux. » Il était minuit passé lorsqu'ils quittèrent l'hôpital. Miguel s'était endormi en pleurant, et Bruno le porta jusqu'à la voiture. Le trajet du retour fut silencieux, sauf pour le bruit occasionnel de reniflements provenant de la banquette arrière. Elena les attendait, étant restée bien au-delà de ses heures normales. Un seul regard sur leur visage lui dit tout. « Je suis tellement désolée », chuchota-t-elle, aidant Bruno à installer Miguel épuisé dans sa nouvelle chambre. « Pauvre petit ange. »« Peux-tu rester un peu avec lui ?» demanda Bruno. « J'ai besoin de passer quelques appels. » Dans son bureau, Bruno contacta une maison funéraire recommandée par l'hôpital. Malgré l'heure tardive, le directeur était compatissant et efficace, guidant Bruno dans les arrangements nécessaires. Ils se sont mis d'accord pour se rencontrer le lendemain afin de finaliser le tout. Ensuite, Bruno appela Carlos. « J'ai besoin que tu annules tout pour les 2 prochaines semaines, minimum. Lucia est décédée ce soir. »« Je suis désolé d'apprendre ça, monsieur, » dit Carlos, sa voix plus douce que d'habitude. « Qu'en est-il de la propriété de la route ?» 16. Les investisseurs insistent toujours pour avoir une réponse. Bruno pensa à l'ancien hôtel où il avait rencontré Lucia, où Miguel l'avait attendu. Il était destiné à être démoli pour faire place à des condominiums de luxe. Mais maintenant, « Dis-leur que je ne vends pas, » décida Bruno. « En fait, je veux de nouveaux plans, quelque chose de complètement différent. »« Différent comment, monsieur ?»« Je ne sais pas encore, » admit Bruno. « Mais pas des condos, quelque chose significatif. » Après avoir raccroché, Bruno alla dans la chambre d'amis, désormais la chambre de Miguel. L'enfant dormait, le visage paisible, une expression qu'il n'avait pas eue depuis des jours. Elena était assise sur une chaise à proximité, veillant sur lui. « Tu devrais rentrer chez toi, Elena, » dit Bruno doucement. « Merci pour tout. »« Je reviendrai tôt demain, » promit-elle. « Ce garçon aura besoin d'un bon petit déjeuner et de beaucoup d'attention. » Resté seul, Bruno erra dans son penthouse, le voyant avec des yeux neufs. Le design épuré et moderne qui lui avait autrefois semblé si impressionnant lui paraissait maintenant froid et impersonnel. Pas une maison pour un enfant qui venait de perdre tout ce qu'il connaissait. Il s'arrêta devant la grande fenêtre donnant sur la ville. Quelque part là-bas se trouvait l'ancien hôtel, attendant d'être transformé. Et ici, dans cet appartement de luxe, se trouvait son fils, attendant lui aussi une transformation, la guérison, la sécurité, un nouveau genre d'amour. Bruno prit alors une décision. Il ne serait pas seulement le père de Miguel, il rebâtirait toute sa vie autour de ce nouveau rôle, en commençant par cette propriété abandonnée où leurs chemins s'étaient croisés. Le lendemain matin, Miguel était silencieux au petit déjeuner, les yeux rouges et gonflés. Il poussait sa nourriture sans en manger beaucoup. « Nous devons aller aux pompes funèbres aujourd'hui, » expliqua Bruno doucement, « pour organiser les obsèques de ta maman. Aimerais-tu m'aider à choisir des choses pour sa cérémonie ?» Miguel hocha la tête solennellement. Elle aimait les roses jaunes. Et la chanson « Somewhere Over the Rainbow », elle me la chantait quand j'étais petit. « Alors ce sera ça, » promit Bruno. Des roses jaunes et cette chanson. La rencontre aux pompes funèbres fut difficile mais nécessaire. Miguel resta près de Bruno,
intervenant parfois discrètement sur ce que sa mère aurait aimé. Bruno ne ménagea aucune dépense, voulant offrir à Lucia des adieux dignes et beaux. Ensuite, ils allèrent à l'appartement de Lucia pour récupérer les affaires de Miguel et tout ce qui lui tenait à cœur. En triant les quelques possessions de Lucia, Miguel sortit un petit coffret à bijoux de sa commode. À l'intérieur se trouvait un simple médaillon en argent. Maman disait que c'était celui de sa grand-mère, expliqua Miguel en l'ouvrant pour révéler une minuscule photo de lui bébé. Elle le portait toujours pour les grandes occasions. « Aimerais-tu le garder ?» demanda Bruno. Miguel hocha la tête, serrant le médaillon contre lui. Ils rassemblèrent des vêtements, des livres, des photos et quelques petits souvenirs, chargeant le tout dans la voiture de Bruno. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Miguel se tenait au milieu du petit salon, regardant autour de lui une dernière fois. « C'était notre maison », dit-il doucement. Bruno s'agenouilla à côté de lui. « Je sais qu'il est difficile de dire au revoir, mais tu peux garder les souvenirs avec toi. »« Vais-je l'oublier » demanda Miguel, la voix tremblante. « Non », dit Bruno fermement. « Je ne laisserai pas cela arriver. Nous parlerons d'elle tous les jours, si tu veux. Garde ses photos partout, raconte des histoires à son sujet. Ta maman fera toujours partie de ta vie, Miguel. Toujours. » Cela sembla quelque peu réconforter le garçon. Il jeta un dernier coup d'œil autour de lui, puis prit la main de Bruno. À leur retour au Penthouse, Maria Santos les attendait. Bruno avait oublié la visite à domicile prévue dans le chaos des 24 dernières heures. « J'ai appris. Le décès de Madame Oliveira, » dit Maria, son expression pleine de sympathie. « J'avais envisagé de reporter la visite, mais j'ai pensé qu'il serait préférable de terminer l'évaluation du logement pendant que vous vous installez. » Bruno hocha la tête, comprenant la nécessité. « Bien sûr. Miguel, pourquoi ne montrerais-tu pas ta chambre à Madame Santos pendant que je prépare du café ?» Alors que Miguel conduisait Maria à travers l'appartement, Bruno appela Carlos. « J'ai besoin que tu organises une réunion avec les architectes demain, » dit-il. « À la propriété de la route 16. Les architectes ?» Carlos semblait confus. « Mais vous avez dit que vous n'alliez pas de l'avant avec le projet de condo. »« Ce n'est pas le cas, » confirma Bruno. « J'ai une nouvelle idée. Quelque chose de mieux. » Après que Maria eut terminé son évaluation, semblant satisfaite des conditions de vie, Bruno et Miguel passèrent un après-midi tranquille ensemble. Miguel était toujours renfermé, parlant peu et mangeant moins, mais il ne refusa pas lorsque Bruno proposa de regarder un film. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, un bol de pop-corn entre eux, regardant un film d'animation choisi par Miguel. C'était un petit pas vers la normalité, une brève échappée au chagrin. Ce soir-là, après que Miguel se soit couché, Bruno s'assit dans son bureau avec un bloc-notes, esquissant des idées. La propriété de la route 16, l'ancien Hillside Lodge où il avait rencontré Lucia, où Miguel l'avait attendu, devait devenir quelque chose de spécial. Quelque chose qui honorerait à la fois le passé et l'avenir. Le lendemain matin, Bruno conduisit Miguel à la propriété. C'était la première fois qu'ils y retournaient depuis le jour où Bruno l'avait trouvé. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Miguel alors qu'ils arrivaient près du bâtiment délabré. « Parce que j'ai une idée, » expliqua Bruno. « Cet endroit est important pour nous. C'est là que j'ai rencontré ta maman et où je t'ai trouvé. Je ne veux plus le démolir. Je veux en faire quelque chose qui rendrait ta maman fière. » Miguel semblait sceptique, mais suivit Bruno dans le vieil hôtel. Carlos était déjà là avec 2 architectes, paraissant mal à l'aise parmi la poussière et les débris. « Monsieur, êtes-vous sûr de cela ?» demanda Carlos. « Ce bâtiment est à peine debout. »« J'en suis sûr, » dit Bruno fermement. « Messieurs, je veux transformer cette propriété, mais pas en condominium de luxe comme prévu initialement. » Les architectes échangèrent des regards. « Qu'aviez-vous en tête, monsieur Vasconcelos ?» Bruno prit une profonde inspiration. Un centre communautaire, avec des programmes parascolaires pour les enfants, une formation professionnelle pour les parents seuls, une garderie abordable et un espace artistique. Le centre communautaire Lucia Oliveira. Carlos sembla abasourdi. « Monsieur, la marge bénéficiaire d'un tel projet serait inexistante, » termina Bruno pour lui. « Je sais, il ne s'agit pas de profit, il s'agit d'héritage. » Alors que les architectes commencèrent à discuter des possibilités, Miguel tira la manche de Bruno. « Vous le nommez d'après maman ?» demanda-t-il doucement. Bruno hocha la tête. « Es-tu d'accord ?» Pour la première fois depuis la mort de Lucia,
Un petit sourire effleura les lèvres de Miguel. Elle aimerait ça. Elle a toujours voulu aider les gens. Alors nous veillerons à ce qu'il aide autant de personnes que possible, promit Bruno. Alors qu'ils traversaient le vieux bâtiment, Bruno tenant fermement la main de Miguel, les architectes soulignant les défis et les possibilités structurelles, Bruno ressentit un sentiment d'utilité qu'il n'avait jamais connu dans toutes ces années de construction de propriétés de luxe. Cette transformation, d'un hôtel abandonné en centre communautaire, d'un homme d'affaires impitoyable en père, ne faisait que commencer. Il y aurait des défis à relever, des moments de doute, de chagrin et d'incertitude, mais pour la première fois, Bruno construisait quelque chose qui importait non pas pour sa marge bénéficiaire, mais pour son cœur. Et à côté de lui, marchait la raison de tout cela, un petit garçon aux yeux de sa mère, et un avenir que Bruno était déterminé à rendre brillant et sûr. Miguel s'arrêta à l'endroit où Bruno l'avait trouvé pour la première fois, regardant autour, de lui dans le coin poussiéreux avec son armoire cassée et ses murs en ruine. « J'avais peur ce jour-là, » admit-il. « Mais maman m'a dit d'être courageux. Elle a dit que tu viendrais. »« Elle avait raison, » dit Bruno en serrant la main de son fils. « Et je ne vais nulle part, Miguel, plus jamais. » Alors qu'ils se tenaient dans les ruines du passé, planifiant un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé il y a quelques jours, Bruno remercia silencieusement Lucia pour sa foi qu'ils trouveraient leur fils et pour lui avoir donné la chance de devenir l'homme et le père qu'il était destiné à être. 3 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de Lucia. Les saisons avaient changé, apportant un temps plus frais et des feuilles tombées qui tapissaient le cimetière où elle reposait sous une pierre tombale simple mais élégante. Bruno et Miguel s'y rendaient tous les dimanches sans faute, apportant des roses jaunes fraîches et partageant les histoires de leur semaine. Aujourd'hui n'était pas différent. Miguel arrangea soigneusement les fleurs dans le vase à côté de la pierre tombale, tandis que Bruno balayait les feuilles tombées. « Penses-tu qu'elle peut nous entendre ?» demanda Miguel, une question qu'il posait souvent lors de sa visite. « Je pense qu'elle le peut, » répondit Bruno, sa réponse habituelle, « et je pense qu'elle est fière de ton courage. » Miguel traça ses doigts sur le nom de sa mère gravé dans la pierre. « J'essaie de l'être. Les 3 derniers mois avaient été un voyage d'ajustement, de chagrin, de revers et de petites victoires. Miguel avait commencé une nouvelle école, avait commencé à voir un psychologue pour enfants 2 fois par semaine et s'adaptait lentement à la vie avec le père qu'il n'avait jamais connu. Il y avait eu des cauchemars, des larmes soudaines, des moments de colère et de retrait, mais aussi des aperçus du garçon brillant et curieux qu'il avait été avant que la perte ne change son monde. « Prêt à aller voir la construction ?» demanda Bruno alors qu'il retournait à la voiture. Miguel hocha la tête, une pointe d'excitation perçant sa réserve habituelle. La transformation du vieux Hillside Lodge en centre communautaire Lucia Oliveira était devenue un projet commun qui semblait les aider tous les deux à guérir. Le trajet jusqu'au chantier dura 20 minutes. En arrivant, Miguel colla son visage à la fenêtre, impatient de voir les progrès réalisés depuis leur dernière visite. Le changement était remarquable. Là où se tenait autrefois un bâtiment délabré, une nouvelle structure prenait forme. La façade originale avait été préservée et restaurée, mais l'intérieur avait été entièrement reconstruit. Des équipes de construction travaillaient régulièrement, le bruit des marteaux et des scies emplissant l'air. Monsieur Vasconcelos, le chef de projet Tony, les salua alors qu'ils se dirigeaient vers le bâtiment. « Juste à l'heure, nous venons de terminer l'installation des fenêtres de l'aile est. »« Comment se présente le calendrier ?» demanda Bruno, gardant une main sur l'épaule de Miguel alors qu'il se déplaçait autour des matériaux de construction. « Dans les temps pour l'achèvement dans 4 mois, » répondit Tony. « Peut-être plus tôt si le temps le permet. » Ils entrèrent dans le bâtiment par ce qui serait éventuellement l'entrée principale. L'intérieur était encore brut, poutres apparentes, murs inachevés, sols en ciment, mais l'agencement était clair. Une grande zone centrale servirait d'espace polyvalent, avec des salles de classe, des bureaux et des salles d'activité qui s'en ramifient. Miguel marchait légèrement devant, examinant tout avec une attention sérieuse. À 8 ans, il avait développé un intérêt inattendu pour l'architecture et la construction, posant des questions détaillées sur les plans et les matériaux de construction qui surprenaient souvent les ouvriers. « Peut-on voir la salle d'art » demanda-t-il à Tony. « Bien sûr, petit patron », dit Tony avec un sourire utilisant le surnom que l'équipe de construction avait donné à Miguel.
Nous venons d'installer les puits de lumière hier. La salle, qui deviendrait un atelier d'art pour les cours communautaires, se trouvait à l'arrière du bâtiment, face à un petit jardin qui avait autrefois été la cour de l'hôtel. De grands puits de lumière avaient été installés au plafond, inondant l'espace de lumière naturelle. « Maman aurait aimé ça », dit Miguel en levant les yeux vers le ciel visible à travers le verre. Elle disait toujours qu'une bonne œuvre a besoin d'une bonne lumière. Bruno sourit, se souvenant des petites peintures à l'aquarelle que Lucia gardait dans leur appartement. Elle avait raison sur ce point. Après avoir visité le reste du bâtiment et passé en revue les derniers changements apportés au plan, ils dirent au revoir à Tony et retournèrent à la voiture. « J'ai faim », qu'annonça Miguel. Une petite phrase mais significative. Son appétit était faible depuis la mort de Lucia, et Bruno avait appris à considérer la faim comme un signe positif. « Et si on prenait une pizza ?» suggéra Bruno. « On pourrait ?» Aller dans ce restaurant près du parc. Miguel acquiesça et ils conduisirent jusqu'à Gino's, une pizzeria décontractée avec des tables en extérieur donnant sur un petit parc de quartier. C'était devenu l'un de leurs endroits réguliers, un terrain neutre où ils commençaient à construire leur propre tradition. En attendant leur pizza, moitié pepperoni pour Miguel, moitié végétarienne pour Bruno, Miguel travaillait sur une feuille d'exercice de mathématiques de l'école. Bruno l'observait avec une fierté silencieuse. Malgré tous les bouleversements de sa vie, Miguel réussissait bien ses études, surtout en mathématiques et en sciences. « Papa ?» dit Miguel, sans lever les yeux de sa feuille. Le cœur de Bruno fit un bond, comme toujours lorsque Miguel l'appelait « papa ». Un événement qui avait commencé il y a quelques semaines seulement, timidement d'abord, puis avec une fréquence croissante. « Thomas m'a invité à sa fête d'anniversaire samedi prochain. C'est au bowling. » « Ça a l'air amusant, » dit Bruno, essayant de contenir son excitation face à cet événement banal de l'enfance. « Thomas, c'est ton ami du groupe de maths, n'est-ce pas ?» Miguel hocha la tête. « Je peux y aller ?»« Bien sûr que tu peux, » lui assura Bruno. « On lui trouvera un beau cadeau. » Miguel semblait soulagé, comme s'il avait eu peur de poser la question. Maman fabriquait toujours les cadeaux. Elle disait que ceux qu'on achetait n'étaient pas assez spéciaux. Bruno réfléchit. « Tu aimerais fabriquer quelque chose pour Thomas au lieu d'acheter un cadeau ?» Miguel y pensa. « Peut-être qu'on pourrait faire les deux. Fabriquer quelque chose de petit et acheter quelque chose aussi ? C'est une excellente idée, » acquiesça Bruno. « Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ?» Pendant qu'ils discutaient des possibilités de cadeaux, leur pizza arriva. Bruno regarda Miguel manger avec un réel enthousiasme, prenant une deuxième, voire une troisième part. Une autre petite victoire dans le long processus de guérison. Après le déjeuner, ils se promenèrent dans le parc. Miguel courut devant jusqu'à l'aire de jeu, tandis que Bruno s'assit sur un banc, savourant le simple plaisir de regarder son fils jouer comme n'importe quel enfant ordinaire. Il y avait eu un temps, il n'y a pas si longtemps, où il s'était inquiété que Miguel ne puisse plus jamais le faire. Son téléphone vibra, un message de Carlos, quelque chose à propos d'un investisseur potentiel pour un autre projet. Bruno le lut mais ne répondit pas immédiatement. De nos jours, le travail passait après le temps en famille. Carlos s'adaptait progressivement à cette nouvelle réalité, tout comme le reste de l'équipe de Bruno. Étonnamment, prendre du recul par rapport au rythme effréné de sa vie antérieure n'avait pas conduit à un désastre professionnel. Au contraire, le fait d'être plus sélectif dans le choix des projets et de déléguer davantage de responsabilités avait amélioré la concentration de l'entreprise. Le centre communautaire Lucia Oliveira avait généré une presse positive et de la bonne volonté au sein de la communauté, ouvrant des portes qui seraient autrement restées fermées. « Papa, regarde ça !» appela Miguel du haut du toboggan. Bruno rangea son téléphone et porta toute son attention sur son fils, applaudissant tandis que Miguel descendait le toboggan les bras levés victorieusement. Plus tard, cet après-midi-là, ils retournèrent au penthouse de Bruno. Leur maison maintenant, bien que Bruno ait envisagé un changement. L'appartement élégant et moderne, qui avait autrefois semblé être l'appartement de célibataire parfait, semblait maintenant trop stérile pour une famille. Il avait commencé à regarder des maisons avec des jardins, pensant que Miguel apprécierait d'avoir de l'espace pour jouer dehors. Elena les accueillit chaleureusement. Bien qu'officiellement femme de ménage de Bruno, elle était devenue une sorte de grand-mère pour Miguel, lui apprenant à préparer des plats simples et lui racontant des histoires de son enfance au Brésil. « J'ai fait des biscuits », annonça-t-elle.
Des pépites de chocolat, tes préférées. Le visage de Miguel s'illumina et il la suivit dans la cuisine, laissant Bruno consulter ses messages et ses emails. Parmi eux, une notification de l'avocat gérant la succession. Limité de Lucia. Les derniers documents étaient prêts pour la signature de Bruno, transférant officiellement la tutelle de Miguel à celui-ci. Bien que le test ADN ait confirmé que Bruno était le père biologique de Miguel, le processus légal d'établissement des droits parentaux avait pris du temps. Il y avait aussi un message de Rebecca. Ils n'avaient pas parlé depuis leur rupture il y a 3 mois. Bruno hésita avant de l'ouvrir. « J'ai entendu parler du projet du centre communautaire par un ami commun. Il semble assez différent de vos développements habituels. Je suis impressionné. J'espère que tu vas bien, toi et ton fils. Peut-être qu'un jour on pourra se retrouver pour un café et se raconter nos nouvelles en tant qu'amis. » Bruno lut le message 2 fois, surpris par l'absence d'amertume. Leur relation avait pris fin brutalement et il s'attendait à plus de ressentiment. Cela ressemblait à une sorte d'offre de paix. Il tapota une réponse brève et polie, la remerciant pour son message et convenant qu'un café un jour pourrait être agréable. Il ne ressentait aucune envie de renouer une relation amoureuse, mais l'idée d'une amitié civile semblait raisonnable. « Papa » appela Miguel de la cuisine. « Elena m'apprend à faire une sauce bolognaise pour le dîner. J'arrive. » Répondit Bruno en voyant son message à Rebecca avant de les rejoindre. La cuisine était un capharnaüm de tomates, d'herbes et d'ustensiles de cuisine. Miguel était debout sur un tabouret près du poêle, remuant soigneusement une casserole bouillonnante sous l'œil vigilant d'Elena. « Comme ça » l'encouragea-t-elle. Doucement. Bruno s'appuya contre le cadre de la porte, observant cette scène familiale avec un sentiment d'émerveillement. Que sa vie était différente maintenant de quelques mois auparavant, lorsque ses soirées étaient remplies de dîners d'affaires ou d'événements sociaux avec Rebecca. « Tu veux goûter ?» proposa Miguel, tenant une cuillère recouverte de sauce. Bruno fit un pas en avant pour goûter la création de son fils. « Délicieux, tu es un chef né. » Miguel rayonna de fierté. Ces moments, des interactions normales, quotidiennes, étaient de précieuses victoires dans leur cheminement vers la création d'une famille. Ce soir-là, après le dîner, les devoirs et la routine du coucher qui étaient maintenant fermement établis, Bruno s'assit au bord du lit de Miguel pour leur conversation nocturne. C'était devenu un rituel important, un moment où Miguel partageait souvent des pensées ou des préoccupations qu'il retenait pendant la journée. « Il y a une soirée parents à l'école la semaine prochaine », dit Miguel, jouant avec sa couverture. « Les mamans et les papas des autres enfants viennent. » Bruno hocha la tête, comprenant l'inquiétude implicite. « Je serai là. Tu aimerais apporter une photo de ta maman pour la mettre sur ton bureau? Pour qu'elle soit là aussi d'une certaine manière ?» Les yeux de Miguel s'illuminèrent à cette suggestion. « On pourrait? Madame Thomas a dit que c'était acceptable d'apporter des photos de famille. »« Absolument, » lui assura Bruno. « On en choisira une jolie ensemble. » Miguel sembla satisfait de cette solution. Il se blottit plus profondément sous sa couverture, ayant l'air fatigué mais content. « Bonne nuit, papa, » dit-il tandis que Bruno éteignait la lumière. « Bonne nuit, fils, » répondit Bruno, les mots étant encore assez nouveaux pour le combler d'un sentiment d'émerveillement. « Je t'aime. » Il avait fallu du temps pour que ces mots soient naturels pour eux deux. La première fois que Bruno les avait prononcés, peu après les funérailles de Lucia, Miguel l'avait regardé en silence. Maintenant, 2 mois plus tard, vint la réponse chuchotée « Je t'aime aussi ». Bruno ferma la porte à moitié, laissant la lumière du couloir allumée comme Miguel le préférait. Il resta là un instant, submergé par la façon dont des mots aussi simples pouvaient avoir une signification aussi profonde. Le lendemain matin, il pleuvait, transformant leur visite prévue sur le chantier en une journée d'intérieur. Après le petit déjeuner, Bruno suggéra qu'ils travaillent à la fabrication d'un cadeau pour l'anniversaire de Thomas. « Qu'est-ce que Thomas aime ?» demanda Bruno, alors qu'ils étaient assis à la table à manger entourés de fournitures artistiques qu'Elena les avait aidés à rassembler. « Les choses spatiales, » dit Miguel, commençant déjà à dessiner quelque chose sur du papier. « Et le football. Que dirais-tu d'un dessin de football sur le thème de l'espace ?» suggéra Bruno, se sentant dépassé. Ses propres capacités artistiques se limitaient à des croquis architecturaux approximatifs. Miguel y réfléchit puis hocha la tête. « Je pourrais dessiner un match de football sur la Lune. » Pendant l'heure suivante,
Ils travaillèrent côte à côte. Miguel créa une scène élaborée d'astronautes jouant au football sur un paysage lunaire, tandis que Bruno tenta de construire un cadre simple avec des bâtonnets de glace. « Tu n'es pas très doué pour l'art, hein, papa ?» observa Miguel, regardant Bruno lutter avec la colle. Bruno rit, nullement offensé. « Non, je ne le suis vraiment pas. Ta mère avait tout le talent artistique de la famille. » Miguel sembla apprécier cette reconnaissance que Lucia possédait, des compétences que Bruno n'avait pas. Elle pouvait tout dessiner, elle me faisait des cartes d'anniversaire avec des super-héros dessus. Je parie que c'était spécial, dit Bruno, heureux de voir Miguel partager des souvenirs, sans l'intense tristesse qui les avait accompagnés dans les premiers jours. Je les ai dans ma boîte à souvenirs, dit Miguel. Tu veux voir? Bruno hocha la tête, et Miguel courut chercher la boîte à chaussures qu'il gardait, sous son lit, une collection de trésors et de souvenirs de sa vie avec Lucia. Alors que Miguel lui montrait des cartes dessinées à la main, des tickets de visite au zoo, une petite coquille de plage d'un voyage rare à la plage, Bruno ressentit une profonde gratitude envers Lucia. Malgré des ressources limitées, elle avait offert à leur fils une enfance riche en amour et en expériences significatives. « Ta mère était une femme extraordinaire », dit Bruno, manipulant avec soin chaque objet précieux. « Elle travaillait très dur », dit Miguel. « Parfois, elle avait 2 emplois. » 2. Bruno ressentit la douleur familière de la culpabilité, pensant à la façon dont leur vie aurait pu être différente s'il avait connu Miguel dès le début. Mais s'attarder sur ce qui ne pouvait être changé ne servait à rien. Ce qui importait, c'était maintenant et l'avenir qu'ils construisaient ensemble. La pluie continua toute la journée, créant une atmosphère chaleureuse pour les activités intérieures. Ils terminèrent les cadeaux d'anniversaire de Thomas. Le dessin de football sur la Lune dans son cadre légèrement de travers, plus un jeu de construction spatiale acheté en magasin qu'ils avaient commandé en ligne. Ils jouèrent à des jeux de société, regardèrent un film et aidèrent Elena à préparer des lasagnes pour le dîner. C'était, selon toutes les normes, un dimanche ordinaire. Mais pour Bruno, ces moments ordinaires étaient devenus des trésors extraordinaires, la preuve de la nouvelle vie qu'il construisait jour après jour. Le lundi matin, la hâte habituelle de se préparer pour l'école et le travail. Bruno avait ajusté son horaire pour les déposer et les récupérer à l'école, déléguant plus de responsabilités au bureau pour être présent pour ses routines quotidiennes. « N'oublie pas, j'ai une thérapie après l'école, » dit Miguel alors qu'il conduisait vers l'école élémentaire Westlake. « Je me souviens, » lui assura Bruno. « Je te récupérerai et t'emmènerai chez le docteur Ramirez, puis on ira dîner après. » Miguel hocha la tête, jouant avec la bretelle de son sac à dos. « On peut aller voir le centre communautaire après. S'il y a le temps avant qu'il ne fasse nuit, » promit Bruno. Sur la voie de dépose des élèves, Miguel rassembla ses affaires et ouvrit la portière de la voiture. « Au revoir, papa. Passe une bonne journée. » lui lança Bruno, le regardant rejoindre un groupe de camarades de classe près de l'entrée. La transformation le surprenait toujours, du garçon effrayé et accablé de chagrin d'il y a 3 mois à cet enfant qui trouvait progressivement ses marques dans une nouvelle vie. Il y avait encore des jours difficiles, des moments où la perte les submergeait tous les deux, mais ils apprenaient à les traverser ensemble. Bruno conduisit à son bureau, où Carlos l'attendait avec du café et une pile de rapports. « Le budget du centre communautaire a besoin de ton approbation », dit Carlos en lui tendant un dossier. « Les entrepreneurs ont trouvé quelques problèmes de plomberie qui nécessiteront des travaux supplémentaires. »« Approuve-le », dit Bruno sans hésitation. « Quoi qu'il en coûte, pour bien faire, les choses. » Carlos hocha la tête, ne plus être surpris par l'approche de Bruno pour ce projet particulier. Il y a aussi la question du projet Riverside. Les investisseurs s'impatientent. Bruno examina le projet Riverside, un potentiel centre commercial haut de gamme qui générerait des retours importants. Il y a 3 mois, il se serait jeté sur l'opportunité. Maintenant, il se trouvait moins intéressé par les projets lucratifs, mais dépourvus de sens. « Dites-leur que j'ai besoin d'une semaine de plus, » dit-il. « J'envisage quelques modifications au concept. » Carlos leva un sourcil mais ne posa pas de questions. Il avait compris que les priorités de Bruno avaient changé et que l'entreprise évoluait en conséquence. Toute la matinée, Bruno assista à des réunions, examina des propositions et prit des décisions, le rythme familier de sa vie professionnelle. Mais toutes les quelques heures,
Il vérifiait son téléphone pour voir s'il avait des messages de l'école de Miguel ou du docteur Ramirez. Cette attention aux besoins et à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre était encore nouvelle, mais devenait plus naturelle de jour en jour. À 3 heures, Bruno quitta le bureau pour aller chercher Miguel à l'école. Le garçon sortit du bâtiment avec un papier roulé dans la main, un petit sourire sur le visage. « Comment s'est passée l'école » demanda Bruno alors que Miguel montait dans la voiture. « Bien, j'ai eu un A sur mon projet de science. » Miguel montra le papier roulé qui s'avéra être une affiche sur le système solaire. « C'est fantastique. » Bruno examina l'affiche avec une fierté sincère. Ça a dû demander beaucoup de travail. Madame Johnson a dit que c'était le meilleur de la classe, ajouta Miguel, une pointe de la confiance tranquille de sa mère transparaissant. Sur le trajet vers le cabinet du docteur Ramirez, Miguel parla de sa journée, un rare moment de conversation animée que Bruno chérissait. Ces aperçus de la personnalité de Miguel, émergeant derrière le bouclier du deuil, devenaient plus fréquents. Le docteur Ramirez, psychologue pour enfants spécialisé dans le soutien au deuil, travaillait avec Miguel depuis peu après la mort de Lucia. Bruno attendit dans la salle d'attente pendant la séance, répondant à des emails et passant des appels, gardant toujours un œil sur la porte. Au bout de 50 minutes, Miguel sortit avec le docteur Ramirez. La psychologue fit signe à Bruno de les rejoindre dans son bureau pour leur compte-rendu habituel. « Miguel va très bien », dit-elle une fois qu'ils furent assis. « Il gère son deuil de manière saine et s'adapte aux changements dans sa vie. » Bruno hocha la tête, soulagé d'entendre la confirmation professionnelle de ce qu'il avait observé lui-même. « On a parlé aujourd'hui du centre communautaire », continua le docteur Ramirez. « Cela semble être un point positif pour vous deux. Un moyen d'honorer la mère de Miguel tout en créant quelque chose de significatif pour l'avenir. Cela nous donne quelque chose à construire ensemble, acquiesça Bruno. Le docteur Ramirez sourit à Miguel. « Aimerais-tu partager ce dont on a encore discuté aujourd'hui ?» Miguel sembla légèrement mal à l'aise, mais prit la parole au bout d'un moment. « J'ai dit au docteur Ramirez que parfois je me sens mal quand je suis heureux, comme si j'oubliais maman. » Le cœur de Bruno se serra à cette révélation. « Oh, Miguel !» J'ai expliqué à Miguel qu'être heureux ne signifie pas qu'il oublie sa mère, dit doucement le docteur Ramirez. En fait, apprendre à retrouver la joie est l'une des façons dont nous honorons ceux que nous avons perdus. Ta mère voudrait que tu sois heureux, ajouta Bruno. Elle a tellement travaillé pour te donner une bonne vie, elle voudrait que tu en profites. Miguel réfléchit. Donc c'est bon de s'amuser parfois, même si maman n'est pas là? Absolument, l'assura le docteur Ramirez. Et tu peux aussi toujours la regretter et te sentir triste parfois. Tous ces sentiments sont normaux. Après la séance, ils décidèrent de manger une pizza à nouveau. Une petite célébration pour le A de Miguel sur le projet de science. Comme promis, ils passèrent devant le centre communautaire par la suite pour vérifier l'avancement de la journée. L'extérieur était maintenant terminé. La façade restaurée du vieil hôtel brillant dans la lumière du début de soirée. Une enseigne avait été installée au-dessus de l'entrée. Le centre communautaire Lucia Oliveira, en lettres de bronze élégantes. « On dirait un vrai bâtiment maintenant », observa Miguel en marchant autour du périmètre. « C'est un vrai bâtiment », répondit Bruno avec un sourire. « Et dans quelques mois, il sera plein de monde. Des enfants qui suivent des cours, des parents qui apprennent de nouvelles compétences, des familles qui obtiennent de l'aide lorsqu'elles en ont besoin. » Comme maman et moi, dit Miguel. On avait besoin d'aide parfois. Bruno hocha la tête, pensant à la différence qu'aurait pu faire l'accès aux ressources que ce centre offrirait dans la vie de Lucia, garde d'enfants abordables, formation professionnelle, soutien communautaire. C'est exactement ça, dit-il. Cet endroit aidera les familles comme la vôtre et celle de votre mère. Alors qu'ils se tenaient devant le bâtiment, une voiture s'arrêta à côté d'eux. Rebecca en sortit, élégante comme toujours dans un tailleur. « Je me suis dit que je pourrais vous trouver ici, » dit-elle en s'approchant d'eux. « Je passais par là et j'ai vu votre voiture. » Bruno fut surpris, mais se remit rapidement. « Rebecca, ravie de vous voir. Voici Miguel. » Rebecca sourit à Miguel. « Bonjour Miguel, j'ai beaucoup entendu parler de toi. » Miguel l'étudia avec curiosité, mais lui rendit son salut poliment. « J'étais dans le quartier pour le vernissage d'une galerie, » expliqua Rebecca. « Et je voulais voir ce fameux centre communautaire de mes propres yeux. C'est assez impressionnant. Voudriez-vous faire une visite ?» proposa Bruno.
un peu maladroitement. Il est encore en construction, mais vous pouvez voir les progrès. Rebecca lança un coup d'œil à Miguel, semblant évaluer si sa présence était une intrusion. Peut-être une autre fois. Je ne voudrais pas interrompre votre soirée avec Miguel. C'est bon, dit Miguel inopinément. On peut vous le montrer. Je sais où tout va. Cela étant réglé, ils se promenèrent ensemble sur le site, Miguel indiquant fièrement les différents espaces et expliquant leurs objectifs avec des détails surprenants. Il a été très impliqué dans la planification, expliqua Bruno alors qu'ils regardèrent Miguel courir devant pour examiner une porte nouvellement installée. Je le vois, dit Rebecca. C'est un garçon remarquable. Oui, il l'est, acquiesça Bruno, ressentant la vague désormais familière de fierté paternelle. Et tu sembles différent, observa Rebecca, plus ancré. Bruno réfléchit. Je suis différent, tout est différent maintenant. Ça vous va bien, dit-elle simplement. Leur conversation fut interrompue par Miguel, appelant Bruno pour venir voir quelque chose. Bruno s'excusa et rejoignit son fils, laissant Rebecca les observer avec une expression pensive. Après une brève visite des zones accessibles, ils se séparèrent de Rebecca, qui leur souhaita à tous deux bonne soirée et répéta son « offre de café un jour ». « Est-ce que c'est ta copine ?» demanda Miguel en rentrant à la maison. « Elle l'était », répondit Bruno honnêtement. « Avant que je te trouve, mais plus maintenant. » Miguel sembla assimiler cette information. « Tu la regrettes ?»« Parfois, je regrette d'avoir de la compagnie adulte, » admit Bruno. « Mais ma vie est meilleure maintenant, avec toi. » Ce soir-là, après que Miguel se fut couché, Bruno s'assit sur son balcon en regardant les lumières de la ville. Il pensa à la rencontre fortuite avec Rebecca, surpris de voir à quel point cette partie de sa vie lui semblait lointaine. L'homme qui avait fréquenté Rebecca, axé uniquement sur le succès professionnel et le statut social, était quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. Son téléphone vibra avec un SMS de Carlos. L'entrepreneur a appelé. Le centre communautaire est en voie d'achèvement anticipé. Inauguration dans 3 mois ? Bruno sourit, répondant « Parfait. Commencez à planifier la cérémonie. 3 mois. D'ici là, Miguel serait avec lui depuis 6 mois. Ils auraient traversé 2 saisons, d'innombrables séances de thérapie, des événements scolaires, des sorties le week-end et des routines quotidiennes ensemble. Ils seraient au plus près d'être une vraie famille, avec une histoire et des traditions communes. Le voyage n'avait pas été facile, et il y avait certainement d'autres défis à venir. Miguel porterait toujours la perte de sa mère, et Bruno regretterait toujours les années qu'il avait manquées. Mais il y avait aussi de l'espoir, pour la guérison, pour la croissance, pour un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé avant que le destin ne les réunisse dans un bâtiment abandonné. Bruno, pensa à Lucia, reconnaissant pour son dernier acte d'amour, lui faisant confiance avec leur fils. Il espérait, où qu'elle soit, qu'elle puisse voir que sa foi n'avait pas été mal placée. 3 mois plus tard, une foule s'est rassemblée devant le centre communautaire Lucia Oliveira terminé. Le soleil du matin illuminait le bâtiment, restauré, désormais transformé d'un hôtel abandonné en un centre communautaire dynamique. Des banderoles colorées décoraient l'entrée et des chaises avaient été installées sur la pelouse pour la cérémonie d'inauguration. Bruno se tenait au pupitre, Miguel à ses côtés, tous deux vêtus de costumes pour l'occasion. En regardant les invités rassemblés, les représentants de la ville, les membres de la communauté, les associés commerciaux et l'équipe de construction, Bruno ressentit un sentiment d'achèvement qui n'avait rien à voir avec la fin d'un projet de construction. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-il. « Le centre communautaire Lucia Oliveira représente beaucoup de choses. Une ressource pour les familles dans le besoin, un lieu d'apprentissage et de croissance, un lieu de rassemblement pour notre communauté. Mais pour mon fils et moi, cela représente quelque chose de plus personnel. » Il regarda Miguel, qui lui fit un signe de tête encourageant. « Il y a 6 mois, j'ai trouvé Miguel dans les ruines du vieil hôtel qui se trouvait ici. Sa mère, Lucia Oliveira, l'avait amené à cet endroit, où elle et moi nous étions rencontrés des années auparavant, sachant que j'y viendrais un jour. C'était son dernier cadeau pour nous deux, réunissant enfin père et fils. » Bruno fit une pause, rassemblant ses émotions. « Lucia a élevé notre fils seul, travaillant à plusieurs emplois, déménageant de lieu en lieu, plaçant toujours les besoins de Miguel avant les siens. Ce centre porte son nom parce qu'elle incarnait l'esprit de résilience,
d'amour et de communauté que nous espérons favoriser ici. Miguel s'avança alors, une petite main glissant dans celle de Bruno. « Ma maman aidait toujours les gens », dit-il clairement dans le micro. « Même quand on n'avait pas grand-chose. Elle voudrait que cet endroit aide beaucoup de familles. » Un murmure d'appréciation traversa la foule aux mots du garçon. « Et donc, » continua Bruno, « c'est avec une grande fierté que Miguel et moi ouvrons officiellement le centre communautaire Lucia Oliveira, un lieu où les familles peuvent trouver du soutien, où les enfants peuvent apprendre et grandir, et où la communauté peut prospérer. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le ruban tendu à l'entrée. Miguel tenait les grandes ciseaux cérémoniels avec les mains de Bruno guidant les siennes, et ensemble, ils coupèrent le ruban rouge. Des applaudissements éclatèrent alors que les gens commencèrent à visiter l'établissement. Des salles de classe lumineuses équipées d'ordinateurs, une garderie avec des jouets colorés, un centre de formation professionnelle, une cuisine communautaire et l'atelier d'art avec ses magnifiques verrières. Dans le hall principal, un portrait de Lucia était accroché au-dessus du comptoir de « Que réception !» peint d'après une photographie, son sourire chaleureux et accueillant. Miguel se tenait en dessous, levant les yeux vers le visage de sa mère. « Penses-tu qu'elle aimerait ?» demanda-t-il alors que Bruno le rejoignait. « Je pense qu'elle adorerait », l'assura Bruno en posant une main sur l'épaule de son fils, « presque autant qu'elle t'aimait. » Alors que la foule se déplaçait autour d'eux, explorant le nouveau centre, Bruno et Miguel restèrent ensemble sous le portrait de Lucia. Un père et un fils unis par la perte, mais maintenant avançant ensemble, construisant une nouvelle vie sur les fondations de l'ancienne. Le garçon du terrain oublié avait trouvé sa maison, et Bruno Vasconcelos avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que tout son empire immobilier. Il avait trouvé son cœur.